Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je trouve que j'ai particulièrement mauvaise mine dans cette vidéo, mais tant pis, vous devrez vous en accommoder. Alors cette vidéo, elle est consacrée à mes lectures, mais il faut savoir une chose importante, euh, un préalable à cette série de vidéos, à cette vidéo, à celle qui l'a précédée, c'est que je ne vais pas rabâcher ce que Wikipédia a pu écrire, a pu dire, ni rabâcher ce que d'autres ont exprimé avant moi. Ce sont des jugements, des avis, des remarques, des louanges ou des critiques spontanées qui n'engagent que moi et voilà, il faut les prendre comme ça. Si vous avez besoin de propos très académiques, très normés, il ne faut pas écouter cette vidéo, vous ne la comprendriez pas. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai lu donc, enfin ce mois-ci, qu'est-ce que je raconte? Depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo qui date du mois de janvier, j'ai lu 5 livres, j'en ai terminé 5 parce que j'en ai d'autres en cours, et ces 5 livres, les voilà. Voilà. Alors je vais commencer par de la littérature un peu préfabriquée pour la jeunesse, de bons produits, la série Alice, un livre de la série Alice, Alice et la dame à la lanterne. Vous savez que j'aime bien cette série et que celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai lus, je l'ai lu il y a quelques années, donc quand même relativement récemment, c'est Alice et les 3 mariages. On ne le voit pas souvent, mais peut-être que si je le relisais, je le trouverais mauvais ou pas si bon que ça, mais il m'a marqué celui-là. Mais je ne saurais pas vous dire en quoi. C'est la nature de l'intrigue qui est un peu... Ces 3 mariages imbriqués les uns dans les autres, c'est peut-être ça, mais je ne m'en souviens pas suffisamment. Je le relirai, je vous en parlerai. Alors, Alice et la dame à la lanterne, c'est pas mal. C'est agréable à lire, mais c'est un produit, hein, vous savez, Alice, c'est du produit, on n'est pas dans la vraie création littéraire, la pleine création littéraire. Donc il y a le côté qu'on retrouve souvent dans la série Alice, un côté un petit peu fantastique, mais qui trouve une explication logique. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu, par certains côtés, ça rappelle les romans d'Anne Radcliffe, hein, où le fantastique est expliqué. Ben là c'est pareil, Alice, souvent, pas toujours. Hein. Y a un Alice où il y reste quelque chose de fantastique, c'est Alice et la poupée indienne. Mais dès les premiers, enfin dès le deuxième, Alice au manoir hanté, on est dans le fantastique expliqué. Et là, c'est pareil. Donc, il y a une dame à la lanterne qui apparaît. C'est une histoire qui se passe dans un village de pionniers aux États-Unis. Et il y a évidemment Bess et Marion, mais qui sont d'ailleurs un peu moins bien dessinés que d'habitude, puisque Bess, son aspect gourmand a disparu. Marion, elle est toujours sportive, toujours énergique, pas de problème. Et j'ai envie de dire que la résolution de l'énigme n'est pas mauvaise, mais qu'il y a plusieurs aspects dans l'énigme finalement, et certains sont résolus de manière, je dirais, cavalière, pas très convaincante, et je trouve ça un peu ennuyeux pour un livre produit. C'est-à-dire que cette série Alice a eu un succès phénoménal sous la forme de Nancy aux États-Unis dès les années 30, dès 1930, jusqu'à nos jours, même si le succès s'est quand même étiolé au fil des années. Et je trouve un peu fort que la résolution ne soit pas aussi convaincante qu'elle devrait être pour un livre à succès, pour un livre écrit par des femmes de couleur littéraire, on va dire, hein, avec un gros budget, j'imagine, peut-être moins maintenant, mais à l'époque quand même, même il y a quelques années. Et c'est pas le meilleur Alice de la série, hein. Il n'est pas si bien ficelé que cela. On tombe sur nos pieds à la fin, mais bon, j'aurais aimé mieux, hein. Voilà. Pour un livre qui n'est pas auto-édité, parce que moi je suis maintenant très sévère pour les livres édités chez les éditeurs. Moi je suis édité, enfin si on peut dire, oui, chez Amazon et chez lulu.com. Mais ils acceptent tout le monde, hein, même s'ils me versent quelques royalties, enfin, ça ne va pas chercher bien loin, hélas. Malheureusement, je n'en vends pas beaucoup. Même quand j'en vends, ça me rapporte 30 centimes le volume. Et donc, je suis sévère maintenant par rapport à des livres qui sont édités chez les éditeurs officiels, vraiment édités, choisis, et j'ai le droit de l'être. Hein. Voilà, donc celui-là, c'est pas mauvais, vous vous divertirez en le lisant,
mais la résolution n'est pas optimale. Et je dis encore, le personnage de Bess est un peu négligé. On ne retrouve pas ses caractéristiques habituelles. Et elle n'a pas vraiment rien de la différencie forcément beaucoup des autres. Hein. Quoique s'il y a l'aspect romantique associé à Bess, hein, l'aspect amoureux un petit peu, elle est un petit peu plus sentimentale que Marion. Enfin voilà. Enfin Alice est toujours aussi parfaite. Hein. C'est une perfection cette fille. Hein. À 18 ans, elle résonne comme une femme de 40 ans et elle a la culture d'une femme de 40 ans, la beauté d'une femme de 18 ans, enfin, elle est parfaite, vous le savez. Alors ensuite, j'ai lu un livre qui est un peu moins grand public, que j'ai trouvé d'ailleurs dans une boîte à livres, alors que l'autre j'ai trouvé, comment ça s'appelle, aux mains ouvertes de Gerza. Je ne sais pas si vous connaissez ceux qui sont du Puy-de-Dôme. Gerza d'ailleurs c'est le seul pôle Saint-Vincent-de-Paul, et cette ville est connue du fait des mains ouvertes en Afrique, puisqu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent travailler un petit peu pour une petite somme aux mains ouvertes. Enfin, il y a beaucoup de personnes étrangères qui viennent. Et c'est une ville qui est connue finalement en Afrique, alors que Gerza, c'est pas une très grande ville, à cause de Saint-Vincent-de-Paul et des mains ouvertes. Alors, Cioran, donc c'est un philosophe et écrivain roumain, donc sur les cimes du désespoir dans Biblio-essai. Je vous mettrai les références. Alors, il a un peu copiné avec les fascistes, donc ça me gêne un peu, je l'ai lu qu'après, ce détail-là, mais je trouve que le livre est assez intéressant, c'est un de ses premiers, il était tout jeune, je crois qu'il avait 22 ans quand il a écrit cela. Donc c'est un essai sur les cimes du désespoir, sur la vie, sur la mort, et il y a beaucoup de choses que j'ai surlignées dans ce livre, preuve qu'il est quand même intéressant. Comment dire, alors j'aime bien le ton qui est grandiloquent, qui est très brillant, très grandiloquent dans l'expression des idées, mais ça fait un peu juvénile. C'est-à-dire que ça pourrait ressembler à Pierre Calmar quand il avait entre 18 et 25 ans, le talent littéraire en moins, parce qu'il est plus doué que moi, celui-là c'est évident, hein, au niveau strictement littéraire du moins, après les idées aussi, hein. Mais j'aime bien cette grandiloquence, mais maintenant ça m'a peut-être un peu passé. Et c'est très esthétique sur le plan du style. Alors il aimait, je vous lis les titres de chapitres, être lyrique, comme tout est loin, ne plus pouvoir vivre, la passion de l'absurde, mesure de la souffrance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur la mort, le pressentiment de la folie, le grotesque et le désespoir, le lyrisme absolu, solitude individuelle et solitude cosmique, apocalypse. Donc c'est très exalté, exaltant d'ailleurs par moments, pas tout le temps, pas d'un bout à l'autre. Donc il y a une table des matières avec plein de chapitres, de sous-chapitres. Donc en même temps, ça m'a pas apporté en termes de réflexion, même si j'ai surligné beaucoup de choses, il m'en reste pas une trace indélébile de cet auteur, et je n'en lirai pas d'autres de cet auteur, vous voyez. Bon, il est doué, il écrit très bien, il a des idées, il est enthousiaste, il est exalté. Bon, mais apprendre, j'ai lu qu'il était un peu fascisant, ça me gêne un petit peu, mais peut-être que bon. Le sens du suicide, tiens, encore un titre, éternité morale. Enfin voilà. Donc je vais quand même le garder parce que je relirai ce que j'ai surligné pour voir si je peux en tirer quelque chose pour mes propres livres notamment. Alors, encore du roman un peu préfabriqué de Gare, mais de grande qualité, Mary Higgins Clark, Les années perdues. Alors, Mary Higgins Clark, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon auteur, mais un très bon auteur de produits. Ce n'est pas vraiment tout à fait ce qu'on peut appeler une vraie création, ce qui explique qu'elle a du succès parce qu'elle a un peu paramétré ses livres. Et là, je trouve quand même que là, on est quand même un petit peu plus dans la vraie création avec celui-là. Je sais pas, il m'a beaucoup plu, mais je ne saurais pas vous expliquer en quoi. Je dirais que bon, il y a l'héroïne, une ancienne employée de nettoyage qui est devenue richissime parce qu'elle a gagné à la tombola, en gros, hein, et elle mène des enquêtes. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'abord. J'ai oublié son nom, mais vous devez la connaître si vous êtes un adepte des romans de Mary Higgins Clark.
eh bien, je trouve qu'il y a un gros travail, une volonté de ne pas se moquer du lecteur, de faire un travail sérieux, de d'écrire dans un style qui n'est pas tout à fait vraiment soutenu, plus que courant, mais moins que soutenu. Elle est entre courant et soutenu. Elle ne fait pas tous les accords que j'aimerais voir. Elle n'est pas dans le style sublime, c'est sûr, mais il y a un vrai travail. C'est ça, le travail, le travail, le travail. Et je suis quelqu'un qui valorise ça. Quand je vois que les gens ne se moquent pas de moi, je ne leur en veux pas. Je ne veux pas à Mary Higgins Clark d'avoir plus de succès que moi, parce que c'est justifié d'une certaine manière. Bon, je n'écrirai pas ça parce que ça me barberait de dépenser une telle énergie pour un livre qui manque quand même des aspects importants pour moi. Il n'est pas suffisamment poétique, même s'il y a quand même finalement un certain lyrisme par moment. Lyrisme de la peur, je sais pas, du mystère quand même. Hein. Mais elle m'a fait passer un bon moment, j'en suis reconnaissant. Vous voyez, je suis pas quelqu'un d'aigri, un auteur aigri qui se dirait mais il s'en prend aux auteurs, on ne peut pas lui faire confiance parce que lui-même n'a pas de succès, parce qu'on trouve que ses livres sont compliqués, parce qu'ils sont complexes, compliqués, emmerdants à lire, etc. Non, c'est pas ça, moi. Ceux qui penseraient ça n'auraient pas compris comment je fonctionne. Quand je vois qu'un auteur est bon et qu'il obtient un succès, je ne lui en veux pas. Je en veux quand je me rends compte qu'il est nul en réalité, et il y en a beaucoup hein, qui sont vraiment pas nuls, enfin nuls, plus ou moins mauvais. Mais là, donc un livre que je remettrai dans une boîte à livres quand même, et peut-être le Sioran aussi. Hein. D'ailleurs, il ne voulait pas qu'on l'appelle Émile Sioran, parce que la traduction en français de son prénom, ça donne Émile, et pour lui, c'est un nom de coiffeur. Enfin bref, ça me revient une anecdote. Voilà, donc je le remettrai quand même en boîte à livres. L'Alice, je vais le garder parce que je les collectionne. Je voulais d'ailleurs vous montrer un des premiers Alice avec la jaquette en bibliothèque verte, bibliothèque de la jeunesse, je crois, bibliothèque Hachette à l'époque. Mais j'ai pas réussi. Enfin, il est dans une bibliothèque, mais vraiment sous une pile. Et j'arrive pas à la rattraper. Enfin voilà, donc un livre qui vous fera passer un bon moment, quelqu'un qui respecte son lecteur. Bon, vous me direz, vu l'argent qu'elle gagne avec ses livres, on peut penser que c'est légitime, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui n'ont pas le respect du lecteur. Mary Higgins Clark avait le respect de son lectorat. Voilà. Bon, elle se foutait pas du monde. Alors, autre chose, le manoir de Trégarant aux éditions Fleuve Noir. Celui-là, je vais le garder parce que j'adore ce format. J'aime bien lire ces livres comme ça. Vous voyez, il y avait les Angéliques qui étaient publiés dans ce genre de collection dans les années 60, 50-60. Il y avait ces... Là, il manque la jaquette. Je trouve une boîte à livres. Alors, c'est un roman de divertissement, mais c'est quand même une création. On est dans la création tout de même, là. Et on pense évidemment, alors il y a une jeune fille qui épouse, qui n'est pas très riche, qui épouse un monsieur qui est plus ou moins noble, oui, qui est noble, qui est riche, qui a un manoir somptueux, et ça rappelle étrangement un livre paru en 1938 que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait rêver. J'ai rêvé l'autre nuit que je retournais à Manderley. Oui, oui, Rebecca de Daphné du Maurier. Ça ressemble à Rebecca. C'est pas copie conforme, parce que sinon, si c'était copie conforme, ça ne serait pas... D'ailleurs, c'est dans la série Angoisse, je pense que c'est pas Fleuve Noir, édition Fleuve Noir, je pense que c'est pas paru dans la série Angoisse aussi. Quoiqu'il est un peu volumineux pour tenir dans la série Angoisse, qui étaient des petits volumes à couverture illustrée par quelqu'un de très célèbre, Gourdon, il s'appelait, très célèbre illustrateur de couverture. Mais j'ai passé vraiment un bon moment. Alors, c'est bien écrit aussi. Là aussi, on ne se sent pas humilié en voyant ça. On se dit, bah, ce bouquin a eu du succès, certainement. Je pense que c'est un best-seller, vu qu'il est facile à lire, mais en même temps, c'est de la qualité. C'est-à-dire que, bon, c'est pas innovant, vous me direz. Cet auteur n'innove pas. C'est pas une révolution sur le plan littéraire, bien sûr, mais on ne se sent pas humilié par un livre bâclé, qui a des prétentions intellectuelles et littéraires, mais qui en réalité est vide. Je ne cite pas les noms, parce qu'on va dire que je suis harcelant. Au bout d'un moment, je peux le dire, si. Peut-être un peu Mélissa d'Acosta et Agnès Martin-Lugan. Hein. Voilà. Je trouve qu'elle se moque du monde. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un manque de respect du lecteur. Voilà, simplement. C'est ça. Quand je ne me sens pas respecté, je me rebelle. Voilà, donc celui-là, je vous le conseille. Frédéric E. Smith.
J'aime bien, vraiment, je le garde. J'adore je sais pas pourquoi, mais j'adore ce genre c'est agréable de le poser. J'aime bien même le graphisme, comment dire, la typographie plutôt, voilà. Bon, j'aime bien son... Ouais, bref. Oh, c'est des fantasmes. Bref. Et je termine avec le meilleur, je vais garder le meilleur pour la fin. Un livre à la fois intelligent et facile à lire, comme le sont d'ailleurs de nombreuses biographies de personnages historiques. Souvent, c'est agréable à lire parce que ça donne l'impression d'être intelligent. Mais en même temps, on ne se prend pas la tête, comme diraient les jeunes. Hein. C'est facile à lire, c'est agréable, et on apprend quelque chose. Et en plus, quand c'est Evelyn Lever, ça se prononce comme ça, je ne sais pas, si elle tombe sur la vidéo, elle pourra peut-être corriger mes erreurs. Lever, je pense que ça se prononce, L-E-V-E-R. Et j'en ai lu plusieurs d'elles, hein, et à chaque fois, je trouve que je suis globalement satisfait. Je saute pas forcément au plafond, hein, c'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs, quelle idée de sauter au plafond. Mais j'aime ce qu'elle fait parce que celui-là, elle a su rendre le personnage vivant alors qu'elle a finalement peu d'éléments. On a très peu d'éléments sur les célébrités d'autrefois quand on y réfléchit. À la limite, on en saura plus sur Pierre Calmar qui était quasiment inconnu du grand public que sur Marie-Antoinette, Louis XVI, hein, parce que c'est ce qu'on nous redit. C'est toujours la même chose, hein. On en revient toujours à peu près au même. Il n'y a pas forcément de nouveauté d'un livre à l'autre. J'en ai lu beaucoup avec des célébrités de ce genre-là, quoique Marie-Antoinette, c'est pas ma tasse de thé. Elle est trop célèbre, elle appartient à tout le monde, donc elle m'appartient pas assez. Donc j'ai pas envie de lire de m'intéresser de très près à des personnages comme ça. Et celui-là, donc, c'est les princesses Mazarines, la gloire du cardinal. Elle voulait être libre. Donc là, il y a deux princesses Mazarines. Alors, c'est Hortense et Marie. Hortense est là et Marie est là. Les princesses Mazarines, bien sûr, ce sont les nièces du fameux cardinal Mazarin qui avait une liaison vraisemblablement avec Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, et qui se situe au début du règne de Louis XIV. Et là, j'avais acheté ce livre, bon, pour Evelyn Lever, mais aussi parce que j'avais retrouvé un petit mot, une reconnaissance de dette relative à la comtesse de Soissons. La comtesse de Soissons, il y en a eu plusieurs comtesses de Soissons, mais la plus célèbre des comtesses de Soissons, c'est une Mazarine. D'ailleurs, pas très 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 sympathique, hein, parce que je vais peut-être faire un livre là-dessus, vous le verrez si vous lisez mon livre. Et donc, les Mazarines, donc comtesse de Soissons, ça m'a intéressé. Il y a l'affaire des poisons aussi. Hein, comment dire, et je ne sais pas laquelle c'est. Je ne sais pas si c'est la fameuse comtesse de Soissons, la plus célèbre des Mazarines, ou au contraire sa bru dont il est question. Le document date de 1704 et 1708. Donc je ne sais pas laquelle c'est. Donc voilà, c'est un comtesse de Soissons qui a emprunté quelque chose. J'aurais tendance à penser plutôt que c'est la bru qui était plus en difficulté financière, plus probablement, possiblement, de façon probable, en difficulté financière, alors que la comtesse de Soissons, la plus célèbre des comtesses de Soissons, j'ai du mal à croire qu'elle ait connu des difficultés financières. Donc, mais faudra que je relise le document qui est que je publierai bientôt, peut-être dans quelques mois, quand j'aurai vraiment travaillé sur cette comtesse de Soissons. J'en ai un autre à lire sur Mazarin, un peu plus ancien, dans un volume même de 1857, dont j'ai oublié le titre. Enfin, je vais le retrouver, le titre, parce qu'il est là. Je vais vous le dire, hein, je vous le dis tout de suite. C'est le prochain que je vais lire. Alors, ah voilà, c'est non, c'est pas l'affaire des poisons. Je ne retrouverai pas. Non, une nièce de Mazarin, non. Enfin bref. Non, c'est pas la peine, je ne vais pas la retrouver. Bref, je vous en parlerai de toute façon. Alors, donc, Evelyn Lever a surtout d'ailleurs des sources, se réfère à pas mal de sources imprimées. Et deux pages de biographie. Il n'y a pas énormément de biographie finalement, de bibliographie, pardon. Et elle sait finalement rendre vivants des personnages
qui sous la plume de quelqu'un d'autre, par exemple sous ma plume, sous la plume de, parce que j'ai fait des livres un peu historiques sur des personnages un petit peu connus, la première duchesse Pozzo di Borgo en titre, qu'est-ce que j'ai fait, la duchesse de Parme, la dernière duchesse de Parme, la sœur d'Henri V, la petite fille de Charles X, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'en ai dû en faire quelques autres, ah oui, sur la duchesse de Bordeaux, alias la comtesse de Chambord, et voir là un peu la duchesse d'Angoulême. Moi, je sais pas, enfin, grâce à Evelyn Lever, je crois que je commence à comprendre comment il faut faire. Elle rend les personnages intéressants, elle sait rendre les personnages vivants, alors qu'elle a peu d'éléments finalement. Par contre, j'ai parfois mélangé deux Mazarines, la princesse Colonna et la duchesse Mazarin. Je les ai un peu mélangées. Je trouve qu'elles se ressemblent un peu dans leur parcours. Et finalement, ces deux Mazarines n'avaient pas un physique qui était valorisé à l'époque. Elles n'avaient pas, maintenant elles nous plaisent finalement, mais à l'époque elles n'étaient pas considérées comme si belles que cela. Et la comtesse de Soissons d'ailleurs n'était pas très contente puisque elle avait une beauté blonde, d'ailleurs elle était plus blonde, enfin un blond foncé un petit peu, qui correspondait mieux au canon de l'époque. Et elle se demandait pourquoi ses sœurs avaient plus de succès qu'elle finalement. Alors, d'ailleurs, comtesse de Soissons, d'après ce que nous dit Evelyn Lever, mais je lui fais confiance, il n'y a pas de problème, c'est une sorte d'apanage royal, si j'ai bien compris, comme comte de Provence, comte d'Artois. C'est pas une simple comtesse, hein. Ça veut dire plus ou moins, je dirais, duchesse de Soissons ou princesse de Soissons. Enfin, je traduis à ma sauce, hein. Voilà. Donc, un bon livre dont je vous mettrai la référence. Et d'ailleurs, paradoxalement, j'ai regardé les critiques qui étaient proposé sur ce livre. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai l'impression que pas beaucoup de gens l'ont lu. Vous voyez, ou alors les gens qui lisent ce genre de livre ne mettent pas beaucoup de critiques. Ils sont pas des bécasses et des bécassos qui vont s'extasier sur des livres qui ne méritent absolument pas que l'on s'extasie. Et là, par contre, il y aurait de quoi un peu s'extasier, même si c'est sans doute pas le meilleur que j'ai lu d'Evelyn Lever. Enfin, mais ça reste un très bon livre. Et je me dis, bah oui, les vrais auteurs, j'ai l'impression qu'ils sont quand même, ils sont pas autant aimés qu'ils le devraient, je pense, voilà, tout simplement. En tout cas, un livre que je vous conseille, et d'ailleurs je vous les conseille tous, celui-là aussi, voilà, je vous les montre, celui-là également, mais je suis un petit peu plus réservé pour ces deux-là quand même, hein. Je sais même pas si je vais garder le Cioran, hein, depuis que j'ai appris qu'il était du côté des fascistes à un moment donné, enfin, ouais, je sais pas. Je vais y réfléchir, hein. Il y en a d'autres que je vais remettre en boîte à livres. Voilà, je me cache derrière et je vais vous laisser parce que ça fait déjà 22 minutes 50. Personne ne sera allé jusqu'au bout et le meilleur, personne n'en aura entendu parler. Voilà, à bientôt. Au revoir.